L'histoire d'un homme pauvre qui deviendra riche. J'avais exactement 43 € sur mon compte quand Marcus Bélanger m'a tendu sa carte de visite dorée et dit, avec ce calme qui m'a immédiatement mis mal à l'aise, « Dans 6 mois, vous serez à ma place. » Je l'ai regardé, costume gris anthracite, montre que je n'aurais pas pu payer même en vendant tout ce que je possédais et j'ai ri. Pas par politesse. Par pur désespoir. Parce que ce matin-là, j'avais mangé des pâtes sans sauce pour le 3e jour consécutif, et que mon propriétaire avait glissé une lettre sous ma porte que je n'avais pas encore eu le courage d'ouvrir. Mais Marcus ne riait pas. Il me regardait avec cette expression tranquille, presque ennuyée, de quelqu'un qui sait exactement comment l'histoire va finir. Et ce qui m'a hanté longtemps après, ce qui me hante encore parfois, les nuits où je n'arrive pas à dormir dans ma maison silencieuse, c'est qu'il avait raison. Mais pas de la façon dont je l'imaginais. Mais je vais tout reprendre depuis le début. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé cette année-là, il faut d'abord comprendre d'où je venais. Il faut comprendre ce que c'est que de grandir dans une ville où les rêves coûtent trop cher pour les gens comme nous. Je m'appelle Julien Moreau. J'ai grandi à Roubaix, dans un appartement au 4e étage d'un immeuble dont l'ascenseur était en panne depuis 2003. Je le sais parce que ma mère me le répétait chaque fois qu'elle montait les courses, soufflant à chaque palier, les sacs en plastique rouge cisaillant ses doigts. Mon père était ouvrier dans une usine textile qui avait fermé ses portes quand j'avais 12 ans, et cette fermeture avait imprimé quelque chose de définitif dans le visage de cet homme autrefois robuste, une sorte d'effritement invisible, comme si les briques de sa certitude s'étaient mises à tomber une à une. Il avait retrouvé du travail, bien sûr. Dans un entrepôt logistique, puis dans un supermarché, puis dans une entreprise de nettoyage. Des emplois qui se succédaient avec la régularité triste des saisons, sans jamais réussir à combler l'espace laissé par le premier. Ma mère faisait des ménages chez des particuliers, le matin tôt avant que nous nous réveillions, rentrait à midi avec des mains rouges et un sourire qu'elle fabriquait pour nous, mon frère Thomas et moi, avec la même application qu'elle mettait à récurer les carreaux des autres. J'étais le fils studieux. Celui qui lisait la nuit à la lampe de poche sous les couvertures, qui remplissait des cahiers entiers de calculs et de schémas, qui avait convaincu son professeur de mathématiques de lui prêter des manuels de lycée alors qu'il était encore en 6e. Mon frère Thomas, lui, était le fils vivant, celui qui riait plus fort, qui courait plus vite, qui savait instinctivement comment entrer dans une pièce pour que tout le monde se retourne. Nous n'étions pas jaloux l'un de l'autre. Nous étions complémentaires comme 2 pièces d'un puzzle qui ne représentent rien séparément mais forment quelque chose de reconnaissable ensemble. J'avais obtenu mon bac avec mention très bien. Premier de ma ville, peut-être. Le proviseur avait appelé mes parents pour les féliciter, et j'avais entendu ma mère pleurer dans la cuisine après avoir accroché, pas de tristesse, mais de cette joie débordante qui n'a nulle part où aller et qui se transforme en larmes parce que le corps ne sait pas quoi faire d'autre avec elle. J'avais fait Sciences Po ensuite, avec une bourse que j'avais obtenue en rédigeant une lettre de motivation que j'avais recommencée 17 fois. 17 versions différentes, 17 façons d'expliquer pourquoi un garçon de Roubaix méritait d'entrer dans cette institution. La 17e avait fonctionné. Mais Sciences Po m'avait appris une chose que personne ne m'avait dite avant d'y entrer. Le diplôme ne suffit pas. Il ouvre des portes, oui. Mais une fois ces portes ouvertes, il faut encore savoir comment se tenir dans les pièces qui se trouvent derrière. Et ces pièces-là, je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas les codes, les dîners, les noms à lancer dans les conversations comme des cartes d'invitation silencieuses. Je ne savais pas qu'il fallait porter certaines chaussures et pas d'autres, que certaines poignées de main duraient exactement le bon nombre de secondes, que le silence pouvait être une arme si on savait comment l'habiter. J'avais appris à travailler, pas à naviguer. Après Sciences Po, j'avais trouvé un poste dans une petite société de conseil en stratégie à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. L'adresse était belle, le salaire était correct, et pendant 2 ans j'avais cru que c'était suffisant. Puis la société avait été rachetée, restructurée, et j'avais été remercié avec une lettre qui faisait 5 lignes et une poignée de main du directeur des ressources humaines qui avait duré exactement 2 secondes de trop, ce genre de poignée de main qui dit tout ce qu'on ne veut pas entendre. Pendant les 8 mois qui avaient suivi, j'avais envoyé des CV, passé des entretiens, écouté des gens en costume me dire que mon profil était très intéressant avec ce ton qui signifiait qu'il ne rappellerait jamais. J'habitais une chambre de bonne au 7e sans ascenseur dans le 15e arrondissement, je mangeais des pâtes, et je gardais sur mon bureau la carte de visite que mon père m'avait donnée le jour de mon départ pour Paris, la sienne, celle de l'usine qui avait fermé, avec juste son nom et le titre « Technicien de maintenance ». Il me l'avait tendue en disant « Pour que tu n'oublies pas d'où tu viens ». Je ne l'avais pas oublié. Parfois, j'aurais voulu. C'est dans cet état, 43 €, pâtes, lettre du propriétaire, que j'avais assisté à cette conférence sur l'entrepreneuriat dans un sous-sol de la chambre de commerce, attiré par le buffet gratuit promis dans l'email d'invitation. Et c'est là que Marcus Bélanger m'avait tendu sa carte et prononcé ces mots qui avaient changé ma vie. Mais pas immédiatement. Et pas sans que tout brûle d'abord. Marcus Bélanger avait 52 ans et la silhouette d'un homme qui n'avait jamais raté un repas de sa vie, pas en ce sens vulgaire d'un homme repu, mais dans ce sens plus rare d'un homme nourri, qui avait reçu tout ce dont il avait besoin exactement quand il en avait besoin.
Il avait fondé 4 entreprises, vendu 3, gardé la dernière pour le plaisir, disait-il dans les interviews, une société d'investissement spécialisée dans les startups technologiques, Bélanger Capital, dont les bureaux occupaient 2 étages d'un immeuble haussmannien rue de Rivoli avec des fenêtres qui donnaient sur les Tuileries. Je l'apprendrai plus tard. Ce soir-là, à cette conférence où j'étais venu pour les petits fours au saumon, je ne savais pas encore qui il était. Il avait pris la parole pendant 40 minutes, et pendant 40 minutes, je n'avais pas bougé. Pas à cause de ce qu'il disait sur l'investissement, la prise de risque, la vision à long terme, des choses que j'avais lues 100 fois dans des livres. Non. C'était sa façon de parler. Cette assurance calme, cette certitude qui ne ressemblait pas à de l'arrogance mais à quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si le monde avait accepté depuis longtemps de fonctionner selon ses règles et qu'il n'en était plus surpris. Quand il avait terminé, j'avais traversé la salle sans réfléchir, comme tiré par quelque chose que je n'aurais pas pu nommer, et je m'étais planté devant lui avec mon verre de vin bon marché et j'avais dit la première chose qui m'était venue. Comment vous savez, quand vous regardez quelqu'un, s'il va réussir ou pas? Il n'avait pas souri. Il m'avait regardé de cette façon dont je découvrirai plus tard qu'il regardait tout avec une attention totale, sans jugement visible, comme un cartographe qui lève les yeux de sa table pour observer un territoire. Puis il avait dit, « Je ne regarde pas s'ils vont réussir. Je regarde s'ils ont faim. » Il avait sorti sa carte de visite. La carte était d'un or discret, le nom gravé en relief, le numéro de téléphone seul en dessous. « Appelez-moi vendredi matin », avait-il dit. Et puis il était reparti vers d'autres conversations, me laissant avec sa carte dans la main et quelque chose de chaud et d'inconfortable dans la poitrine, quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps et que j'ai mis plusieurs heures à identifier. C'était l'espoir. Et l'espoir, quand on y est plus habitué, ça fait presque mal. J'avais rappelé sa carte 100 fois dans le taxi du retour, le taxi que je ne pouvais pas me permettre mais que j'avais pris quand même, comme si commencer à y croire m'autorisait à dépenser. La carte était lisse et froide sous mes doigts. Marcus Bélanger, fondateur, Bélanger Capital. J'avais cherché son nom sur mon téléphone et passé la nuit à lire les articles, les interviews, la biographie succincte sur le site de sa société. Fils d'un boucher de Lyon. École de commerce à Bordeaux, pas Polytechnique ni HEC, juste une école de commerce correcte dans une ville correcte. Première entreprise à 26 ans avec 10 000 euros empruntés à sa belle-mère. Faillite à 27. Deuxième entreprise à 28. Revendue à 33 pour 2 millions. Troisième. Quatrième. Et maintenant les bureaux sur la rue de Rivoli, les conférences, les articles dans les magazines économiques. J'avais posé mon téléphone sur ma table de nuit, une planche en bois sur 2 tréteaux que j'avais achetés aux Emmaüs et regardé le plafond fissuré de ma chambre de bonne. Fils d'un boucher de Lyon. J'avais pensé à mon père et à ses mains rouges à lui. Puis j'avais fermé les yeux. Le vendredi matin, j'avais appelé à 9h précise, pas à 8h55, pas à 9h05, à 9h tapante, parce que j'avais décidé que la précision était la première chose que je pouvais offrir. Une secrétaire avait répondu, m'avait demandé mon nom, avait mis la communication en attente pendant 20 secondes. Puis Marcus était là, sa voix identique à celle de la conférence, calme et directe. Soyez là lundi matin à 8h. On vous donne un bureau. On verra ce que vous savez faire. C'était tout. Pas de contrat mentionné, pas de salaire évoqué, pas de titre. Je n'avais pas posé de questions. J'avais dit merci et raccroché, et je m'étais assis sur mon lit avec le téléphone dans les mains et ce même mélange d'espoir et de terreur, plus fort cette fois. Le lundi matin, j'avais mis mon meilleur costume, le seul que je possédais, un bleu marine que j'avais acheté en solde 3 ans plus tôt et fait retoucher depuis parce que j'avais maigri, et j'étais arrivé rue de Rivoli à 7h45, planté sur le trottoir à regarder les fenêtres allumées du 2e étage, le souffle visible dans l'air froid de novembre. Les bureaux de Bélanger Capital n'étaient pas ce que j'avais imaginé. J'avais imaginé quelque chose de clinique et de froid, beaucoup de verre et d'acier, le genre d'espace qui dit « nous sommes sérieux », à grand renfort de minimalisme ostentatoire. C'était à l'opposé. Les plafonds moulurés de l'immeuble haussmannien n'avaient pas été touchés. Les boiseries d'origine couraient le long des murs. Les bureaux étaient en bois sombre, les fauteuils en cuir fatigués de la bonne façon, de cette façon qui dit que quelqu'un y a travaillé de longues heures, pas que quelqu'un a voulu paraître occupé. Il y avait des livres partout, des vrais, pas des livres décoratifs achetés au maître, des livres lus, annotés, certains avec des post-it qui dépassaient, d'autres avec des pages cornées. Et il y avait des gens qui travaillaient, en silence ou en discussion murmurée, avec cet air concentré des gens qui ont quelque chose à prouver ou quelque chose à défendre, je n'aurais pas su dire lequel. Marcus m'avait reçu dans son bureau, le plus grand, au fond, avec les 2 fenêtres sur les Tuileries. Il était au téléphone quand j'étais entré, m'avait fait signe de m'asseoir sans interrompre sa conversation, et j'avais attendu 6 minutes en regardant les arbres dénudés du jardin par les fenêtres, les promeneurs matinaux avec leurs chiens, une femme qui lisait sur un banc malgré le froid. Quand il avait raccroché, il m'avait regardé avec cette attention cartographique que je commençais à reconnaître et avait dit, sans préambule, « Voici ce que vous allez faire.
On a 4 dossiers d'investissement en attente. Des startups dans la fintech, le logiciel B2B, la santé numérique. Vous avez une semaine pour me dire laquelle mérite notre argent et pourquoi. Vous avez accès à tous nos fichiers. Sophie, à l'accueil, vous donnera les codes. Des questions. J'en avais eu une seule. Quel est mon budget de temps, par dossier? Il avait eu l'air d'apprécier ça. Autant qu'il vous faut. Puis il avait repris son téléphone, et j'avais compris que l'entretien était terminé. Cette première semaine, je n'avais pas dormi plus de 4 heures par nuit. J'avais étalé les 4 dossiers sur le bureau qu'on m'avait attribué, une alcôve vitrée le long du couloir, suffisamment séparée du flux pour travailler, suffisamment visible pour que je voie et sois vu, et j'avais commencé par ce que je faisais toujours quand j'avais peur de rater, reprendre depuis les fondations. Les bilans financiers d'abord. Les projections ensuite. Puis les marchés, les concurrents, les modèles d'acquisition. Je commandais du café à la cuisine commune, je remerciais Sophie d'un sourire, je refaisais les calculs à la main sur des feuilles de brouillon que j'accumulais en piles ordonnées sur le coin du bureau. Le soir, je rentrais à pied jusqu'à ma chambre de bonne pour économiser le métro, et je continuais à lire, à annoter, à reformuler. Le vendredi après-midi, j'avais frappé à la porte du bureau de Marcus avec 6 pages rédigées et une seule recommandation, Medlink, la start-up de santé numérique, pour des raisons que j'avais développées sur 4 pages et demie. Les 5 derniers mois de leurs données d'usage montraient une rétention à 82%, un chiffre que les 3 autres dossiers ne s'approchaient même pas. Le marché de la téléconsultation allait tripler dans les 5 ans selon toutes les études sectorielles disponibles, et Medlink avait quelque chose que les autres n'avaient pas, une base d'utilisateurs âgés de plus de 55 ans, fidèles, peu courtisés par les concurrents, et qui payaient régulièrement sans chercher à négocier. J'avais posé mes 6 pages sur le bureau de Marcus. Il les avait lues toutes, là, devant moi, sans que je détourne les yeux, en 7 minutes. Puis il avait levé la tête. La rétention des plus de 55 ans. Personne d'autre n'a vu ça. Ce n'était pas une question. Je n'avais pas répondu. Il avait tapé quelque chose sur son clavier, puis m'avait regardé de nouveau. On investit lundi. 2 millions. Vous travaillez avec moi sur le suivi. C'est ainsi que tout avait commencé. Non pas par un coup de chance, ni par une connexion familiale, ni par une de ces rencontres miraculeuses des histoires qu'on raconte dans les magazines. Par 4 nuits sans sommeil et par des données d'usage que personne n'avait eu la patience de lire jusqu'à la page 18. Mais si seulement c'était là que l'histoire s'arrêtait. Si seulement les choses s'étaient contentées de progresser proprement, comme dans les récits d'ascension sociale qu'on affiche dans les couloirs des universités. La vérité, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas pour moi, en tout cas. Et je n'aurais pas su, ce vendredi soir-là en sortant du bureau avec quelque chose qui ressemblait enfin à de la fierté, que la personne qui allait tout faire basculer était déjà dans la pièce. Elle s'appelait Inès Marshall. Elle avait 34 ans, 2 ans de plus que moi, et le titre de directrice associée chez Bélanger Capital, ce qui signifiait qu'elle gérait les relations avec les LP, les Limited Partners, les investisseurs qui mettaient l'argent dans le fonds que Marcus déployait ensuite. Je l'avais croisée le premier jour, dans la cuisine commune, pendant qu'elle attendait que son espresso coule. Elle m'avait regardé avec l'expression polie et désintéressée qu'on réserve aux gens qu'on suppose temporaires, avait dit « bonjour » d'un ton qui signifiait « je ne vous connais pas encore et je déciderai plus tard si je vous connais », et était repartie avec son café. Je n'avais pas pensé à elle davantage. Erreur. Inès était le genre de personne dont la compétence est si évidente qu'elle n'a plus besoin de la démontrer, elle se contentait d'être là, et les choses s'organisaient autour d'elle avec la fluidité de l'eau autour d'un galet. Elle savait tout le monde dans la salle avant d'entrer. Elle se souvenait des prénoms des assistants, des anniversaires des clients, de qui préférait qu'elle vînt à quel moment de la soirée. Et elle vous regardait parler en ayant l'air d'enregistrer non seulement ce que vous disiez, mais tout ce que vous ne disiez pas. J'aurais dû trouver ça rassurant. Chez Inès, d'une façon que je mettais du temps à articuler, ça ne l'était pas. Les premières semaines s'étaient écoulées dans ce régime d'intensité calme qui caractérisait les bureaux de Bélanger Capital. Je travaillais de longues heures sur les dossiers que Marcus me confiait, je prenais des notes dans les réunions, je me taisais quand je n'avais rien à dire et je parlais quand j'avais quelque chose à ajouter, une stratégie que j'avais mise au point à Sciences Po et qui me valait, là comme auparavant, d'être pris plus au sérieux que ma position ne l'aurait justifié. Marcus me donnait du travail, observait comment je le rendais, et m'en donnait davantage. C'était une progression logique, transparente, méritocratique dans la façon la plus directe du terme. Le vendredi du 3e mois, il m'avait appelé dans son bureau et m'avait proposé un contrat. Analyste senior, salaire 85 000 € annuels, participation au carry interest du fonds si les performances le justifiaient. J'avais signé le même jour. Ce soir-là, j'avais appelé ma mère. Elle avait décroché à la 2e sonnerie, comme toujours, avec cette façon qu'elle avait de répondre immédiatement à mes appels, comme si elle attendait toujours à côté du téléphone en sachant que c'était moi. Je lui avais dit le chiffre. Il y avait eu un silence, puis sa voix,
avec cette légère fissure que je connaissais depuis l'enfance et qui précédait toujours les émotions vraies. Ton père sera content. Ce n'était pas à lui qu'elle pensait. Mais c'était sa façon à elle de dire que c'était bien. Et ça l'était, bien. Pour un temps. La première chose étrange s'était produite en décembre, lors d'un dîner client que Marcus organisait dans un restaurant privé de la rue du Bac, une de ces adresses sans enseigne où les réservations se font par recommandation et où le menu est toujours à l'ardoise, jamais imprimé, parce que l'imprimé suppose qu'on revient. Il y avait 12 personnes autour de la table, Marcus, moi, Inès, et 9 investisseurs ou clients potentiels. J'avais fait ce que je faisais toujours dans ces situations, m'asseoir, écouter, intervenir peu et pertinemment. Au dessert, un des clients, un gestionnaire de patrimoine lyonnais, Laurent Favre, impeccable dans son costume crème, avait posé une question sur le dossier Medlink, dont la valorisation avait augmenté de 40% depuis notre investissement. C'était moi qui avais recommandé le dossier. C'était moi qui avais suivi le dossier depuis. J'avais ouvert la bouche pour répondre. Inès m'avait précédé d'une fraction de seconde. Sa voix, fluide et assurée, avait rempli le silence que j'avais laissé en prenant mon souffle. Elle avait répondu à la question, correctement, avec les bons chiffres, les bons arguments, en s'attribuant subtilement la paternité de l'analyse. Pas en mentant. En ne précisant pas, on avait identifié la rétention des utilisateurs seniors comme indicateur clé, avait-elle dit, ce « on » qui pouvait vouloir dire l'équipe, elle-même, ou quelqu'un de non spécifié mais qui, dans la bouche d'une directrice associée, avait une façon naturelle de flotter vers elle. Laurent Favre l'avait regardé avec ce sourire des gens qui écoutent quelqu'un compétent parler de sujets qu'ils comprennent à moitié, et avait hoché la tête. J'avais regardé Inès. Elle n'avait pas croisé mon regard. Ce soir-là, rentrant à pied dans le froid de décembre, j'avais essayé de décider si ce que j'avais ressenti était légitime ou paranoïaque. Le « on » était ambigu. Elle n'avait pas menti. Peut-être avait-elle simplement répondu vite. Peut-être était-ce une habitude professionnelle. Peut-être n'y avait-il absolument rien à lire dans cet épisode. Je m'étais dit que j'étais hypersensible parce que j'avais grandi dans un monde où la méfiance était une compétence de survie, et que ce monde n'était pas le même que celui-ci. J'avais rentré mes mains dans mes poches et décidé d'oublier. Mais les détails s'accumulent. C'est leur nature. Le mois suivant, j'avais préparé une analyse approfondie sur 3 startups de la Deep Tech que Marcus envisageait d'intégrer au portefeuille du fonds. 22 pages, 2 semaines de travail, avec des entretiens que j'avais conduits moi-même auprès des équipes fondatrices, des analyses de brevets que j'avais fait vérifier par un juriste spécialisé que j'avais trouvé et payé de ma poche, des modèles financiers que j'avais construits depuis les hypothèses de base plutôt que d'utiliser les templates disponibles. C'était le meilleur travail que j'avais produit depuis mon arrivée. Je l'avais remis à Marcus par email un mercredi soir à 22h, avec le sentiment satisfait de quelqu'un qui a donné tout ce qu'il pouvait donner. Le jeudi matin, en arrivant au bureau, j'avais trouvé Inès déjà installée dans la salle de réunion avec Marcus, mon document imprimé sur la table entre eux. J'avais frappé à la porte vitrée. Marcus m'avait fait signe d'entrer avec son expression habituelle, neutre, attentive. Inès avait levé les yeux de mon document avec un sourire professionnel. « Beau travail, Julien », avait dit Marcus. Puis, se tournant vers Inès, Inès a quelques questions sur la méthodologie d'évaluation des brevets. J'avais répondu aux questions d'Inès. Elles étaient bonnes, précises, les questions de quelqu'un qui avait lu attentivement. Ce qui m'avait gêné, c'était autre chose, c'était la façon dont elle posait les questions, pas avec le ton de quelqu'un qui cherche à comprendre quelque chose qu'elle ne comprend pas encore, mais avec le ton de quelqu'un qui vérifie que vous avez bien fait ce que vous étiez censé faire. Nuance légère. Presque imperceptible. J'y avais réfléchi dans les jours qui avaient suivi, me demandant si je projetais, si je construisais un récit à partir de fragments insuffisants. Peut-être. J'aurais voulu avoir quelqu'un à qui en parler. C'est Thomas qui m'avait sorti de mes ruminations, comme souvent. Mon frère était venu passer un week-end à Paris en février, il travaillait dans une agence de publicité à Lille, heureux avec sa petite amie Camille et son appartement trop grand pour leur budget et leur chien qui s'appelait Socrate, et nous avions dîné ensemble dans un bistrot du 11e que j'avais découvert 3 ans plus tôt quand je n'avais pas les moyens d'y aller régulièrement et où j'avais recommencé à aller maintenant que je le pouvais. Thomas m'avait écouté parler d'Inès avec ce mélange d'attention et de pragmatisme qui était sa façon à lui d'aimer. « Elle te court-circuite », avait-il dit, buvant une gorgée de Beaujolais. Ce n'est peut-être pas intentionnel. 2 fois en 2 mois. C'est intentionnel. Je n'ai pas assez de données. Julien, il avait posé son verre et me regardait avec cet air légèrement exaspéré qu'il avait depuis qu'on était enfant quand il estimait que je rationalisais trop longtemps quelque chose d'évident. Tu n'as pas besoin de données pour faire confiance à ce que tu ressens. Je n'avais pas répondu. Il avait ajouté, plus doucement, faites attention, c'est tout. J'aurais dû l'écouter davantage. Mais j'avais 28 € sur moi pour payer la moitié de l'addition et la fierté d'avoir enfin les moyens de le faire, et l'envie de croire que le monde dans lequel j'entrais était plus simple que celui que j'avais quitté. Les mois avaient passé. Le printemps était arrivé,
avec ses longues soirées et l'odeur des marronniers dans les Tuileries que je voyais de ma fenêtre au bureau, parce que j'avais maintenant un bureau avec une fenêtre, un vrai bureau, attribué par Marcus après que j'avais piloté avec succès l'investissement dans une troisième start-up dont la valorisation avait doublé en 8 mois. Mon salaire avait été revu à la hausse. J'avais quitté ma chambre de bonne pour un appartement d'une pièce dans le 18e, avec un vrai lit, une vraie cuisine, des fenêtres qui fermaient correctement. J'avais acheté 2 costumes chez un tailleur que Marcus m'avait recommandé, pas le tailleur le plus cher de Paris, mais quelqu'un qui travaillait bien, qui prenait le temps de comprendre ce qu'on voulait. Je les avais achetés avec le sentiment étrange de quelqu'un qui essaie un déguisement et réalise progressivement que le costume lui va. Les relations avec Inès avaient pris une forme de cordialité tendue, professionnellement irréprochable en surface, avec en dessous quelque chose que j'aurais eu du mal à nommer, une compétition dont elle avait établi les règles sans me les communiquer et que je jouais donc avec un temps de retard. Elle me copiait sur ses emails. Elle me félicitait dans les réunions avec une sincérité parfaitement calibrée. Elle m'invitait parfois déjeuner avec un client, m'intégrait dans des conversations, me positionnait favorablement auprès de gens importants. Et puis, dans d'autres situations, le même glissement invisible, un dossier dont elle prenait la parole avant moi, une introduction à un LP qui s'était faite sans que mon nom soit mentionné, une réunion sur un sujet que j'avais initié à laquelle je n'avais pas été convié. Je n'aurais pas su dire si elle m'aidait ou me sabotait. La réponse, j'allais la prendre, était les deux. Simultanément. Et avec une sophistication qui méritait, même rétrospectivement, une forme d'admiration mêlée de nausée. La vraie rupture s'était produite en juin. Un jeudi. 19h30, les bureaux presque vides, seuls quelques analystes encore penchés sur leurs écrans et Sophie qui rangeait son bureau pour partir. J'étais revenu chercher un document que j'avais oublié, mon téléphone dans la main, déjà à moitié en train de planifier ma soirée. Le document était sur mon bureau, dans le tiroir de gauche. En ouvrant le tiroir, mes doigts avaient effleuré une enveloppe épaisse, au toucher du papier de qualité que je n'avais pas mise là. Je l'avais sorti. Pas d'inscription dessus. Fermé, mais le rabat juste posé, non collé. J'avais regardé autour de moi, personne dans ma direction. Puis j'avais ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 3 feuilles. Des impressions d'emails. La première, datée de 4 mois plus tôt, était un échange entre Inès et Marcus. Je m'étais d'abord dit qu'il y avait une erreur, que ces documents s'étaient retrouvés là par hasard, que je ne devais pas lire. Puis mon regard avait glissé sur une ligne au milieu de la 2e page, et mes mains avaient cessé de trembler, pas parce qu'elles s'étaient stabilisées, mais parce qu'elles s'étaient figées. La ligne disait, en substance, que Julien Moreau était utilisable à court terme, mais représentait un risque de fidélisation problématique. Que sa provenance sociale créait des attentes peu compatibles avec la culture du fonds. Qu'il convenait de capitaliser sur ses analyses sans lui donner la visibilité qui lui permettrait de négocier une position équivalente. C'était l'email d'Inès à Marcus. La réponse de Marcus, 3 heures plus tard, était d'une brièveté qui me donnait plus froid que l'intégralité du message précédent. D'accord. À toi de gérer. J'avais relu 2 fois. Puis une 3e. La bouche était sèche, un goût de métal sur la langue. Le document dans mes mains ne tremblait pas, c'était mes mains, à nouveau, qui tremblaient, et le papier restait parfaitement immobile, parfaitement lisible, parfaitement réel. Utilisable à court terme. Je m'étais assis dans mon fauteuil, les yeux sur les Tuileries qui s'assombrissaient au dehors, et j'avais essayé de mettre en ordre ce que je savais maintenant et ce que j'avais cru savoir avant. Le Medlink. L'analyse Deep Tech. Les costumes. Le bureau avec la fenêtre. La fierté de ma mère au téléphone. Chaque souvenir prenait une nuance différente dans cette nouvelle lumière, pas entièrement faux, mais comme une photo légèrement surexposée, où ce qu'on croyait voir avec clarté révèle en réalité des zones brûlées, des détails effacés. J'avais pris mon téléphone. J'avais regardé le nom de Thomas dans mes contacts pendant 30 secondes, puis j'avais posé le téléphone sur le bureau et regardé les feuilles une dernière fois. Puis j'avais tout remis dans l'enveloppe dans le tiroir, et j'étais sorti du bureau en disant bonsoir à Sophie avec un sourire que je ne savais pas d'où je le tirais. Dans le métro du retour, debout entre 2 inconnus qui regardaient leur téléphone, j'avais senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas une douleur. Plus proche d'un recalibrage, ce bruit presque imperceptible d'une chose qui se met en place, ou d'une chose qui se déplace de là où elle était pour aller là où elle doit être. Les larmes que j'aurais pu verser n'étaient pas là. À la place, il y avait quelque chose de plus utile, de la clarté. Mais je n'avais pas agi immédiatement. C'était là, peut-être, que j'ai fait preuve d'une patience que je n'aurais pas cru avoir. Parce que j'avais appris, à force d'avoir grandi sans filet, que réagir vite quand on est en colère coûte toujours plus cher qu'attendre. J'avais besoin de comprendre d'abord. De comprendre vraiment. Les 2 semaines suivantes, j'avais changé ma façon de travailler sans que personne le remarque. En apparence, j'étais identique, les mêmes horaires, les mêmes réunions, le même sourire dans les couloirs.
Mais j'avais commencé à documenter. Pas de façon obsessionnelle ou paranoïaque. Méthodiquement. Chaque dossier sur lequel je travaillais, je gardais une copie datée sur une clé USB chiffrée que je gardais sur moi. Chaque email que j'envoyais avec une analyse ou une recommandation, je me l'envoyais en copie sur un compte personnel que j'avais créé pour l'occasion. Je notais les dates et les contextes des réunions où mon travail était présenté sans attribution claire. Pas pour construire un dossier à ce stade, juste pour avoir, si le moment venait, une trace de ce qui était réel et de qui l'avait produit. C'est pendant cette période que j'avais commencé à regarder Inès différemment. Non pas avec haine, la haine est trop chère, elle coûte de l'énergie qu'on ne peut pas dépenser ailleurs, mais avec cette curiosité froide qu'on a pour un mécanisme qu'on cherche à comprendre. Je l'avais observée dans les réunions, dans ses interactions avec Marcus, avec les clients, avec les autres membres de l'équipe. J'avais commencé à voir la structure de ce qu'elle construisait, et j'avais dû reconnaître que c'était impressionnant dans sa cohérence. Elle n'écrasait pas les gens. Elle les intégrait dans son orbite de façon à ce qu'ils brillent juste assez pour être utiles, mais pas assez pour être menaçants. Elle créait de la dépendance sans que personne la remarque. Elle était, dans son domaine, une sorte de génie. Un génie qui avait décidé que j'étais une ressource à exploiter plutôt qu'une personne à respecter. Ce n'était pas une erreur de sa part. C'était une évaluation. Et l'évaluation était basée sur quelque chose de vrai. J'avais besoin de ce travail plus qu'elle n'avait besoin de moi. Mon seul actif, c'était ma capacité à analyser des dossiers. Le sien, c'était un réseau construit sur 10 ans, un carnet d'adresses que personne d'autre dans la société ne pouvait dupliquer, et la confiance de Marcus qui remontait à leur première collaboration. J'étais remplaçable. Elle ne l'était pas. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. La conversation que je redoutais et attendais à la fois avait eu lieu un vendredi soir de juillet, quand Marcus m'avait demandé de rester après le départ des autres. Il était assis dans son fauteuil, les coudes sur le bureau, les mains jointes devant lui dans cette posture d'attention que je connaissais maintenant bien. J'avais pris le fauteuil en face de lui sans attendre qu'il m'y invite. « Je voulais vous parler de la suite », avait-il commencé, avec ce ton qui donne l'impression d'une conversation qu'on a déjà eue. « J'écoute », avais-je dit. « Votre travail est excellent. Vous le savez. Le marché le reconnaît. On a eu 2 sollicitations de fonds concurrents pour vous recruter. Je sais, avais-je dit. Une de chez Meridian, une de chez Atlas. Les 2 m'ont contacté directement. Quelque chose avait traversé son regard, une légère surprise, peut-être, ou le recalibrage de quelqu'un qui réévalue une situation. Je n'avais pas cherché à le ménager. On voudrait vous garder, avait-il continué. On peut discuter d'une promotion, d'un titre de directeur associé. Le même titre qu'Inès. J'avais pris un moment avant de répondre, regardant les Tuileries par-dessus son épaule. Il faisait encore jour, l'été parisien étirant la lumière jusqu'à 22 heures. Puis j'avais sorti de ma veste intérieure une feuille pliée en 2 et je l'avais posée sur son bureau. C'était une copie, pas l'original, que j'avais scannée et gardée dans 4 endroits différents de la première page de son email à Inès 4 mois plus tôt. Juste la première page. Juste la ligne sur la provenance sociale et les attentes peu compatibles. Marcus n'avait pas bougé. Il avait regardé la feuille pendant peut-être 5 secondes, puis il m'avait regardé. Son expression n'avait pas changé, et c'est ça qui m'avait dit quelque chose d'important sur lui. Pas de honte, pas de défense immédiate, pas de colère. De la curiosité. Il voulait voir ce que j'allais faire ensuite. « D'où vous tenez ça ?» avait-il demandé, d'une voix égale. « Ça n'a pas d'importance. »« Si, ça en a. Pas pour ce dont je veux parler, avais-je dit. » Le silence qui avait suivi n'était pas hostile. C'était un silence de négociation, de 2 personnes qui s'évaluent avec une franchise qu'elles n'avaient pas eue jusqu'alors, et qui trouvent cette franchise plus confortable que le vernis poli des mois précédents. J'avais continué. Je ne suis pas là pour vous mettre en difficulté. Je suis là parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Je reste dans le fond. Pas comme directeur associé, comme associé. 5% des carrières interest sur les deals que j'initie. Autonomie sur un portefeuille de dossiers technologiques. Et un accord clair sur les attributions. Marcus avait repris la feuille, l'avait regardée encore une fois, puis l'avait posée sur le côté de son bureau avec le geste calme de quelqu'un qui classe un document. Puis il avait dit, et il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à de l'amusement contenu. 6 mois. Je n'avais pas compris immédiatement. Puis j'avais réalisé. C'était la phrase qu'il m'avait dite le soir de la conférence. Dans 6 mois, vous serez à ma place. Pas à la place de directeur associé. À la place de quelqu'un qui s'assied de l'autre côté du bureau et pose ses conditions. Plus ou moins, avais-je dit. J'avais dit 6 mois. Il en a fallu 8. Vous avez perdu du temps à vous inquiéter. Je n'avais pas répondu. Il avait ouvert un tiroir, sorti une feuille vierge et un stylo, et avait commencé à écrire des chiffres.
Voilà ce que je peux offrir. Ce que je n'avais pas anticipé dans ce moment, ce que personne n'anticipe quand il imagine sa propre victoire, c'était qu'elle serait si compliquée. Parce que Marcus avait accepté. Parce que les termes avaient été négociés sur 2 semaines avec des avocats des deux côtés et une franchise que je n'avais pas attendue de lui. Parce que j'avais obtenu ce que j'étais venu chercher. Mais Inès était encore là. Et ce que j'avais fait en posant cet email sur le bureau de Marcus, c'était déclencher une séquence que je ne contrôlais plus entièrement. La première conversation avec Inès avait eu lieu 1 semaine après ma négociation avec Marcus, dans la cuisine commune, un mardi matin. Elle était là quand j'étais arrivé, et elle s'était retournée avec son expression habituelle de cordialité professionnelle, puis quelque chose avait changé dans ses yeux, une reconnaissance de quelque chose de nouveau dans la situation, et la cordialité s'était légèrement ajustée, comme le réglage d'un instrument. Marcus m'a informé des nouveaux arrangements, avait-elle dit, sans bouger de sa position appuyée contre le plan de travail. Bien, avais-je répondu. Je me versais du café. Je voulais clarifier quelque chose. Je t'écoute. Elle avait pris un moment. Et dans ce moment, j'avais vu quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage pendant les 8 mois que nous avions travaillé ensemble. Une hésitation vraie. Pas calculée, pas stratégique. Une hésitation de quelqu'un qui réévalue, qui ne sait pas encore sur quel pied danser. L'email que tu as montré à Marcus. Ce que j'avais écrit sur toi. Je voulais te dire que ce n'était pas personnel. J'avais bu une gorgée de café. Il était trop chaud, mais je ne l'avais pas montré. Je sais, avais-je dit. C'est une façon de parler des recrutements. On évalue les risques. C'est Inès. Je sais. Et je ne t'en veux pas. Elle m'avait regardé avec une expression qui mêlait le soulagement et la méfiance dans des proportions incertaines. Vraiment. Avait-elle dit. Vraiment. Tu as fait une évaluation. L'évaluation était juste sur certains points. Où tu as eu tort, c'est sur ce que j'allais faire de l'information. Elle avait gardé les yeux sur moi pendant une longue seconde. Puis elle avait hoché la tête, pas de la gratitude, pas de la résignation, quelque chose de plus net, de plus adulte, de la reconnaissance. Et quelque chose d'autre, encore, qui m'avait surpris. Du respect, peut-être. De la façon dont on respecte quelqu'un qui a joué le même jeu que vous et qui l'a mieux joué. On va devoir travailler ensemble, avait-elle dit. Oui. Tu peux faire ça? Toi? Avais-je demandé. Elle avait eu un petit sourire, le premier sourire sincère que je lui voyais depuis 8 mois. Je peux essayer, avait-elle dit. Ce n'était pas la fin de nos tensions. Loin de là. Les mois suivants avaient été une forme de rééquilibrage constant, 2 personnes qui réapprennent les règles d'un espace partagé après que les règles précédentes ont été mises à plat. Il y avait des jours où ça fonctionnait avec une efficacité surprenante. Inès avait un réseau et une intelligence relationnelle que je n'aurais pas pu reproduire. J'avais une rigueur analytique qu'elle n'avait pas le temps de développer, et ensemble on produisait quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu produire seul. Et puis il y avait d'autres jours, des réunions tendues, des désaccords sur des dossiers où ni l'un ni l'autre ne cédait facilement, des moments de friction qui rappelaient que la confiance ne se reconstruit pas par décret. Mais le vrai tournant, celui que je n'avais pas anticipé, était venu d'une direction entièrement différente. En octobre, un LP important du fonds, Albert Renard, 63 ans, fortune construite dans l'immobilier commercial, l'un des 3 plus grands investisseurs de Bélanger Capital, avait demandé à me rencontrer. Pas par l'intermédiaire de Marcus ou d'Inès. Directement. Il m'avait envoyé un email simple. Je voudrais déjeuner avec vous. Mercredi prochain, si vous êtes disponible. J'avais demandé à Marcus si je devais y aller. Il m'avait regardé d'une façon qui m'avait dit qu'il n'était pas étranger à la démarche. C'est vous qu'il veut voir, avait-il dit. Allez-y. Albert Renard m'avait reçu dans un appartement privé du 16e, pas chez lui, mais dans ce qui ressemblait à une propriété de travail, meublé sobrement, une grande salle avec une table mise pour 2 et les fenêtres sur le bois de Boulogne. Il était grand, mince, avec des cheveux blancs soigneusement coiffés et des mains qui avaient visiblement travaillé dans sa jeunesse, larges, noueuses, un peu en décalage avec le reste de son apparence soignée. Il m'avait serré la main avec la fermeté de quelqu'un qui a appris à lire les gens à travers les poignées de main, m'avait fait asseoir, et avait attendu que le déjeuner soit servi pour parler. « Vous savez pourquoi je vous ai invité » avait-il demandé, en se servant du pain avec le naturel de quelqu'un à qui les formules d'introduction coûtent de l'énergie qu'il n'a pas envie de dépenser. Non, avais-je répondu honnêtement. J'ai regardé les dossiers que vous avez initiés depuis votre arrivée chez Bélanger. 5 dossiers sur 18 mois. 4 sont en croissance significative. 1 est en attente de valorisation, mais les métriques sont bonnes. J'ai aussi regardé la façon dont vous travaillez. Les autres analystes du fonds vont aux mêmes conférences, lisent les mêmes newsletters, investissent dans les mêmes entreprises que tout le monde et avec un temps de retard de 6 à 18 mois sur les meilleurs fonds du marché. Vous faites autre chose. J'essaie de lire les données autrement, avais-je dit.
Non. Vous lisez les données que les autres ne lisent pas. Il y a une différence. Les pages 18 des rapports d'usage que personne ne lit parce qu'ils s'arrêtent à la page 5. Les bilans des sous-traitants plutôt que les bilans des entreprises elles-mêmes. Les avis des employés sur les plateformes d'évaluation professionnelle, pas pour les ressources humaines, mais comme indicateur de la santé opérationnelle réelle. Ça, c'est une méthode. Pas un talent mystérieux. Une méthode. Il avait dit ça avec satisfaction, de la façon dont un professeur retrouve un élève dont il reconnaît le travail. Je ne savais pas encore pourquoi il m'énumérait ces choses que je savais déjà. J'avais attendu. Je construis quelque chose, avait-il dit. Un fonds plus petit que Bélanger, plus focalisé sur une thèse d'investissement spécifique, les entreprises technologiques fondées en dehors des grandes métropoles. Roubaix, Toulouse, Grenoble, Montpellier, Bordeaux. Pas Paris, pas Lyon. Les bassins qui produisent de l'ingénierie de qualité et des coûts de structure raisonnables, mais qui n'ont pas accès au même réseau de financement. Cette thèse-là, vous la connaissez mieux que n'importe qui dans ce milieu. J'avais posé ma fourchette. La lumière d'octobre entrait obliquement par les fenêtres, et dans cette lumière le visage d'Albert Renard avait quelque chose de très direct, de très calme, l'expression de quelqu'un qui a attendu longtemps pour dire quelque chose et qui n'a plus de raison d'attendre. « Vous me proposez quoi » avais-je demandé. « Je vous propose d'être associé fondateur. 15% des Carrier Interest, siège au comité d'investissement, latitude totale sur la sélection des dossiers dans votre domaine. » Et il avait marqué une pause légère. « Je vous propose de ne pas refaire les erreurs que Bélanger a faites. L'accord serait clair dès le départ. Vos attributions seraient documentées. Votre nom serait sur les dossiers. » Je m'étais souvenu de cette nuit de juin où j'étais rentré dans le métro avec les feuilles dans ma poche et quelque chose qui se recalibrait dans ma poitrine. Je m'étais souvenu de la façon dont Marcus m'avait regardé quand j'avais posé l'email sur son bureau. Du petit sourire d'Inès dans la cuisine commune. De mon frère Thomas qui disait de faire attention. De ma mère qui pleurait dans la cuisine à Roubaix. « Il me faut du temps pour réfléchir », avais-je dit. Bien sûr, avait-il répondu. Il avait repris son verre. On avait continué à déjeuner dans un silence confortable, celui de deux personnes qui savent que les négociations importantes reprennent après que les choses importantes ont été dites. J'avais mis 2 semaines. Pas parce que la décision était difficile, elle ne l'était pas vraiment, mais parce que 2 semaines était le temps qu'il me fallait pour faire les choses correctement. J'avais averti Marcus en personne, dans son bureau, d'une façon directe et sans dramatisation, il méritait ça, ou plutôt, la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous méritait ça. Sa réaction m'avait à la fois surpris et pas surpris. Il avait dit « C'est le bon mouvement. » Rien d'autre. Puis il avait dit, après une pause, « J'aurais dû mieux gérer l'histoire avec Inès. » Pas des excuses. Une reconnaissance. Pour lui, c'était probablement équivalent. J'avais eu une dernière conversation avec Inès, debout dans le couloir devant son bureau, la veille de mon dernier jour. Elle avait une expression difficile à lire, pas de la tristesse, pas du soulagement, quelque chose de plus composite, de plus adulte que les deux. « Tu vas réussir », avait-elle dit. Ce n'était pas une question. Peut-être, avais-je répondu. Non, avait-elle dit, avec une certitude tranquille. Tu vas réussir. Et dans 10 ans, quand quelqu'un va arriver dans ton fonds avec 40 € sur son compte et la page 18 d'un rapport d'usage que personne d'autre n'a lu, tu seras de quel côté de la table? Je n'avais pas répondu immédiatement. Parce que c'était une vraie question, et parce qu'elle méritait une vraie réponse. Du bon, avais-je dit. Elle avait hoché la tête. Ni l'un ni l'autre n'avions ajouté quoi que ce soit. Mon dernier jour chez Bélanger Capital, j'avais vidé mon bureau en 20 minutes, je n'avais pas grand-chose à emporter. Quelques livres, une plante que Sophie m'avait offerte à Noël et que j'avais nourrie avec persévérance pendant 9 mois, la carte de visite de mon père que je gardais toujours sur le coin de mon bureau. J'avais serré des mains, dit au revoir à des gens dont certains me manqueraient sincèrement, pris l'ascenseur pour la dernière fois avec le ronronnement familier de sa machinerie. Dans le hall, j'avais demandé à la gardienne de l'immeuble comment elle allait. Je lui posais la question depuis 18 mois et elle avait fini par me répondre vraiment, pas par réflexe, et elle m'avait dit que son fils avait finalement trouvé un emploi à Rouen, qu'elle était soulagée. Je l'avais félicité avec sincérité. Puis j'étais sorti dans la rue de Rivoli avec ma plante dans les bras et le soleil de novembre sur le visage. La suite, la vraie suite, celle du fond avec Albert Renard, les premières années de construction, les dossiers des startups de Roubaix et de Toulouse qui confirmaient la thèse, les erreurs inévitables et les corrections, la croissance lente puis accélérée, tout ça, c'est une autre histoire. Une histoire plus longue, peut-être. Mais cette partie-là, la partie du commencement et de la transformation, elle finit ici, dans cette rue que j'avais regardée des mois depuis les fenêtres d'un bureau qui ne m'appartenait pas. Je pensais à Marcus Bélanger, à ce qu'il m'avait dit le soir de la conférence, dans 6 mois, vous serez à ma place. Je n'étais pas à sa place. Je n'avais jamais voulu l'être. Sa place était la sienne,
construite sur ses règles et ses méthodes, et c'était bien. La mienne était ailleurs. Différente. Basée sur des choses que lui n'avait pas eu à apprendre, parce que pour lui elles avaient toujours été là. La conviction, acquise très tôt dans des couloirs dont les ascenseurs étaient en panne, que ce que vous voyez dans les données que personne ne lit n'est pas seulement une information professionnelle. C'est un avantage. C'est votre avantage. Cette nuit-là, j'avais appelé ma mère depuis le trottoir de la rue de Rivoli. Elle avait répondu à la deuxième sonnerie. « Ça va, mon grand ? Ça va, maman. Je voulais juste entendre ta voix. » Elle avait ri, ce rire court et chaud qu'elle avait depuis que j'étais enfant. « T'as mangé ? » ?»« Oui. »« Vraiment ou tu dis ça pour pas que je m'inquiète ? » ?»« Vraiment. »« Bien, » avait-elle dit. Puis, après une pause, « Ton père va appeler Thomas ce soir. Tu peux passer le week-end prochain. »« Je vais essayer, maman. »« Essaie vraiment. Pas juste essaie. »« Je vais venir, maman. » J'avais raccroché et regardé les lumières de Paris s'allumer une à une dans le crépuscule de novembre. Ma plante dans les bras, mon téléphone dans la poche, les 43 € sur mon compte devenus autre chose, beaucoup d'autres choses, mais ce n'était pas le chiffre qui comptait. Ce qui comptait, c'est que j'avais compris quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre autrement. La richesse la plus défendable n'est pas celle qu'on accumule en apprenant les règles des autres. C'est celle qu'on construit en restant ce qu'on est assez longtemps pour que les autres comprennent enfin pourquoi c'est une force. La plante a vécu. Je l'ai toujours.